Voilà, mes chers collègues, bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce début d'année civile, permettez-moi d'adresser mes vœux personnels, les vœux de l'ensemble de la commission, et puis remercier et souhaiter une très belle année à l'ensemble de nos collaborateurs et de nos hauts fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Je propose donc de remercier en tout cas et de leur souhaiter une très belle année à nos côtés. Je voudrais également souhaiter pour nous, parlementaires, bien évidemment, une année de travail utile pour les parlementaires, une année dans laquelle nous puissions contribuer à la paix, à la coopération internationale, et puis également une forte diplomatie parlementaire, principalement là où les États sont en plus grande difficulté. Nous recevons ce matin parmi nous M. Joshua Zarka, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en France. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour votre présence, que j'ai moi-même sollicité il y a quelques semaines lors d'un entretien que nous avons eu dans mon bureau. Notre commission a entendu le 20 novembre dernier la chef de la mission de Palestine en France. Notre rôle de parlementaire investi de la diplomatie consistant à entendre l'ensemble des partis, il nous a paru ici à la Commission des Affaires étrangères important et indispensable de vous donner l'opportunité d'échanger, vous aussi, avec les membres de la Commission. Et ce sera fait justement en direct, donc avec un accès à l'ensemble des citoyens français qui souhaitent suivre cette commission. Vous le savez très certainement, la question de la crise régionale actuelle au Proche-Orient, qui concerne aussi bien Israël que la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Liban ou la Syrie, suscite des points de vue assez tranchés et passionnés parmi nous, à la hauteur de ce qu'ils représentent dans la société française. Les convictions qui s'exprimeront ce matin seront certainement diverses, voire parfois antagonistes. Je ne peux qu'inciter chacune et chacun d'entre nous à veiller à ce que cette réunion se déroule dans une atmosphère attentive et respectueuse, à la hauteur de la gravité de la situation qui se joue dans la région. J'appelle chacun d'entre nous à être à la hauteur de la réputation de notre commission. Monsieur l'ambassadeur, cette rencontre a vocation à nous permettre de percevoir votre point de vue sur la situation tant à Gaza qu'au Liban et de manière plus générale dans tout l'environnement régional d'Israël. Le 7 octobre 2023 a constitué un choc terrible pour tous ceux qui accordent du prix à la vie humaine, mais aussi et surtout aux valeurs sur lesquelles s'est bâti l'ordre international mondial après la Seconde Guerre mondiale. La France a condamné avec force les violences innombrables perpétrées par les Israéliens, contre les Israéliens innocents ce jour-là, et elle dénonce la captivité de plusieurs dizaines d'otages, dont 2 compatriotes français que nous n'oublions pas. Mais un peu plus tard, notre pays a aussi dénoncé la poursuite dans la durée des opérations militaires de Tsahal et appelé très vite, à de nombreuses reprises, à un cessez-le-feu. Justement, monsieur l'ambassadeur, votre audition intervient dans un contexte nouveau, avec un président et un Premier ministre au Liban, une nouvelle gouvernance en Syrie et une forte probabilité de cessez-le-feu qui, de sources du Qatar et aussi de l'administration américaine, pourrait être annoncé très prochainement. Monsieur l'ambassadeur, un cessez-le-feu, c'est de toute nouvelle série de questions qui vont vous poser à la communauté internationale. La première, comment passer d'un cessez-le-feu à une paix durable? Quelle vision et quelle solution avez-vous d'une paix durable? Pour cela, en juillet, la France et l'Arabie saoudite vont initier à New York une conférence sur une solution à 2 États. Allez-vous, par exemple, soutenir cet effort diplomatique d'une solution à 2 États? Plus globalement, les autorités israéliennes ne se cachent pas de vouloir remodeler durablement le visage du Moyen-Orient, sans que personne ne sache très bien ce que cet objectif recouvre exactement, notamment s'agissant de l'Iran et de cet autre proxy. S'agissant de la Syrie, combien de temps allez-vous pouvoir rester dans le Golan? Peut-être donnerez-vous d'éclairantes explications à cet égard. En tout état de cause, nous souhaitons comprendre, par votre intermédiaire, l'analyse israélienne de la situation actuelle et de ses développements. Dans quelques jours, entrera en fonction l'administration Trump. Quelles conséquences sur le conflit peut avoir, selon vous, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Enfin, à plus long terme, pensez-vous que l'Iran puisse jamais venir à de meilleures dispositions à l'égard de l'État hébreu, ce qui est une des clés de la stabilité régionale? Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse sans plus attendre la parole pour une vingtaine de minutes à répondre
à tout ou partie des questions que je vous ai posées, mais bien évidemment, l'ensemble de mes collègues reviendra sur ces grandes thématiques avec peut-être plus de précision que je ne puis le faire dans ce propos introductif. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre invitation. Et c'est un très grand honneur pour moi de me tenir parmi vous aujourd'hui pour aborder la situation en Israël et au Proche-Orient. Je répondrai avec un texte écrit que je lirai. Ensuite, dans les questions et réponses, je répondrai plus librement. Alors, avant de débuter mon propos, je me permettrai de me présenter en quelques mots. Diplomate depuis 1991, j'ai entamé avant cela ma carrière en tant qu'économiste au ministère des Finances en Israël. De 1998 à 2002, j'œuvrais pour la paix avec les pays arabes, avant d'être envoyé au Bahreïn entre 2009 et 2011, donc bien avant les accords d'Abraham, à cette fin. Ces dernières années, après avoir été chargé des relations avec le Congrès américain à Washington, j'ai occupé le poste de directeur des affaires stratégiques en Israël pendant 6 ans, avant de prendre mes fonctions en tant qu'ambassadeur en Israël en France. En Israël, je m'occupais spécifiquement des affaires iraniennes, de la menace nucléaire ainsi que le contre-terrorisme. Je m'appuierai aujourd'hui sur mon expérience pour vous présenter la situation en Israël et au Proche-Orient entourant les massacres du 7 octobre. Je souhaiterais commencer mon propos par une analyse de la situation pré-7 octobre qui a conduit à la guerre que nous connaissons depuis plus d'1 an. Une guerre qui nous a été imposée et organisée sur 7 fronts par un acteur responsable de la déstabilisation du Moyen-Orient, et je veux parler de l'Iran. Le 6 octobre 2023, nous connaissions 2 types de menaces qui visaient l'État d'Israël. Une menace directe, la menace iranienne, qui annonçait d'une façon très claire son but de détruire Israël et développer les capacités de le faire avec son programme nucléaire militaire. Et des menaces indirectes, multiples au nord, à l'est et au sud du territoire israélien, avec la présence hostile du Hezbollah au Liban, du régime Assad et des milices chiites en Syrie, des milices irakiennes et des Houthis au Yémen et du Hamas et du djihad islamique palestinien à Gaza. Sous une autre forme, la Jordanie et la Cisjordanie font aussi partie de cette stratégie étant en proie aux tentatives de déstabilisation politique et sécuritaire par l'Iran. Ce système, entièrement piloté par le régime des Mollahs, a été pensé et mis en œuvre par le général Qassem Soleimani, aidé par Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, dans le but d'isoler l'État d'Israël et de créer des foyers de conflits éloignés des activités iraniennes. Cette stratégie visait également à encercler l'Arabie saoudite, l'ennemi numéro 2 de l'Iran dans la région. Le 6 octobre, Israël faisait donc face à une menace multidimensionnelle sur 7 fronts, née d'un système belligérant iranien qui sera finalement exploité par le Hamas le 7 octobre. En tentant d'exploiter l'architecture stratégique iranienne, le Hamas pensait entraîner les différents proxys à attaquer Israël dans le but de nous détruire. Un objectif qui ne sera que très partiellement atteint. Malgré la mobilisation de cet axe, notre intégrité territoriale n'aura jamais été mise en péril. Ainsi, immédiatement après le 7 octobre, tous les proxys iraniens ont attaqué Israël par missiles depuis les territoires libanais, syriens, irakiens et yéménites, appuyés par des tentatives de déstabilisation par la Jordanie, par l'Iran depuis la Cisjordanie. Le 8 octobre, le Hezbollah a attaqué Israël et immédiatement, le Hamas tentait d'attirer les Palestiniens de Cisjordanie dans le conflit par les émeutes. Les relais terroristes en Cisjordanie sont soutenus et financés par l'Iran, contre lesquels l'autorité palestinienne se bat encore aujourd'hui. Depuis le 8 octobre, plus de 13 400 missiles ont été tirés depuis la bande de Gaza. Plus de 22 000 roquettes, drones et missiles ont été tirés par le Liban. En Cisjordanie, plus de 6 820 attaques terroristes ont été recensées, tuant 56 Israéliens. Jusqu'à présent, la stratégie iranienne contre Israël se concentrait essentiellement à éloigner de son territoire les foyers de conflit par le financement des activités terroristes de ses proxys et par la fourniture d'armes, notamment chimiques, à certains d'entre eux à des fins terroristes. Mais
en avril 2024, l'Iran a attaqué Israël pour la première fois, en tirant plus de 350 missiles balistiques de croisière et drones, suivi d'une seconde attaque en octobre 2024 par les tirs de plus de 150 missiles balistiques. Ces attaques se solderont par un échec militaire et stratégique total. Militaire, car presque aucun missile n'est parvenu à pénétrer la défense israélienne et que notre réponse a conduit à la destruction de la défense antiaérienne iranienne ainsi que de sa capacité de produire de nouveaux missiles. L'échec est également stratégique, car une coalition composée par la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Arabie saoudite et la Jordanie s'est créée pour défendre Israël contre ces attaques israéliennes. C'était la première fois dans notre histoire qu'une telle coalition se crée en soutien d'Israël. C'est donc dans ce contexte global que le Hamas a débuté la guerre contre Israël le 7 octobre. J'aimerais à présent vous présenter les développements du conflit avec le Hamas. Le seul but de ce groupe terroriste était de déclencher l'attaque la plus barbare et la plus sauvage possible pour contraindre Israël à répondre par la force et attirer le Hezbollah et l'Iran dans cette guerre. Cela n'est pas une analyse des évolutions depuis le 7 octobre, mais bien ce que nous avons découvert dans des documents du Hamas que nous avons découvert pendant la guerre. Le 7 octobre 2023, 3800 terroristes, dont une majorité des forces de la Nourba du Hamas, ont traversé la frontière israélienne par voie maritime, aérienne et terrestre et ont attaqué plus de 30 villages, kibbutzim israéliens. 2200 civils palestiniens traversant également la frontière ce jour-là pour piller, massacrer et prendre en otage des Israéliens. À ce jour, 98 personnes, dont 2 Français, restent encore entre les mains des terroristes du Gaza dans des conditions effroyables. Si l'ampleur et la barbarie de l'attaque n'a jamais été égalée, le 7 octobre s'inscrit pourtant dans un cycle ininterrompu de violence des terroristes du Hamas qui aura conduit à ce massacre. En effet, en 2005, Israël se retirait unilatéralement de Gaza dans le but de donner l'occasion aux Palestiniens de créer un État sans présence israélienne. J'y reviendrai. Immédiatement après le retrait israélien, le Hamas a intensifié les tirs de missiles contre Israël. Vous pouvez voir les chiffres qui s'affichent derrière moi. Un an plus tard, le Hamas passait pour la première fois à l'action sur le territoire israélien en attaquant un tank. 2 soldats israéliens seront tués et le soldat Gilad Shalit sera pris en otage. Gilad Shalit restera entre les mains du Hamas pendant 5 ans et sera libéré en échange d'1 millier de prisonniers palestiniens, dont Yahya Sinwar, le cerveau du 7 octobre. Ainsi, entre 2005 et le 7 octobre 2023, 4 conflits ont éclaté systématiquement précédés par le tir de milliers de missiles par les terroristes contre Israël. Le but de la réponse israélienne était à chaque fois de créer une situation dans laquelle les Gazaouis pourraient vivre en paix avec les Israéliens. En investissant dans la reconstruction de Gaza pour le développement de leur économie et de leur infrastructure. Les messages envoyés par le Hamas, eux, ont aussi toujours été très clairs. Tout sera fait pour ne jamais vivre en paix avec Israël. Ce n'est une surprise pour personne d'ailleurs, puisque la charte fondatrice du Hamas de 1988 prône le djihad contre l'invasion sioniste et appelle à l'extermination des Israéliens et des Juifs partout où ils se trouvent. La charte évoque également le nazisme des Juifs à l'égard des femmes et des enfants. Malheureusement, ce sont des éléments de langage issus de la propagande terroriste qui, je dois souligner, sont largement repris en Europe et des fois en France. C'est donc cette dynamique de recherche d'escalade qui aura conduit aux attaques barbares du 7 octobre. La nature de l'attaque mise en œuvre par le Hamas le 7 octobre était un plan méticuleusement préparé par le Hezbollah. Et là, j'aimerais à présent vous exposer les développements des tensions avec le Hezbollah au Liban. C'est à la suite de l'opération israélienne au sud Liban, ces derniers mois, que nous avons découvert l'ampleur des moyens mis en œuvre pour l'opération, appelée par le Hezbollah, Conquérir la Galilée. Ainsi, nous avons dévoilé un réseau de tunnels
ultra développés, certains traversant de quelques mètres la frontière, équipés en armement de pointe et accompagnés d'un réseau terrestre de lanceurs de missiles présents sur toute la frontière du Sud-Liban, y compris au sein d'infrastructures civiles et même dans lieux d'habitation. Depuis le 8 octobre, le Hezbollah, premier proxy israélien, a attaqué sans interruption Israël, faisant usage d'une partie, de la majorité, des 150 000 missiles, roquettes et drones fournis par l'Iran. Les tirs des terroristes ont détruit une grande partie des habitations du Nord et, après presque un an d'efforts diplomatiques considérables menés par Israël, la France et les États-Unis, afin de mettre fin aux attaques initiées le 8 octobre par ce groupe terroriste, Israël n'a pas eu d'autre option que d'intervenir pour repousser le Hezbollah de notre frontière. L'explosion des fameux Bipers en septembre 2024 marquera la fin des tentatives de négociation avec le Hezbollah et le début d'un processus qui permettra, par le recours de la force, d'affaiblir considérablement le groupe terroriste et de mener à un accord de cessez-le-feu. Enfin, quelques mots sur le retournement inattendu en Syrie, qui a été provoqué par l'addition de différents éléments. L'effondrement des capacités militaires du Hezbollah, la multiplication des échecs militaires et stratégiques de l'Iran, l'affaiblissement de la Russie dû à la guerre avec l'Ukraine ont créé un vide. Profitant de cette situation, les forces d'opposition syriennes qui craignaient jusqu'à présent le gouvernement Assad ont mené une offensive contre le pouvoir, encouragée par la Turquie et financée par le Qatar. Cette offensive mènera à l'effondrement de la dynastie Assad, qui représentait l'un des derniers maillons chefs hautement stratégiques du système iranien. Après une approche globale, que je viens de faire, de la situation au Proche-Orient, j'aimerais maintenant parler des répercussions concrètes du 7 octobre sur nos populations, à commencer par celle de Gaza. La guerre à Gaza est une guerre terrible. Terrible. Terrible car le Hamas considère sa population comme une arme de guerre légitime, car le terrain dans lequel opère l'armée israélienne est d'une grande complexité, parce que, comme dans toute guerre urbaine, la population est vulnérable. C'est avec cette conscience que l'armée israélienne fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les Palestiniens utilisés par les terroristes comme bouclier humain. Le Hamas est un allié de circonstance de l'Iran. La circonstance, je l'ai clairement évoqué, est notre extermination. Comme toute branche des frères musulmans, tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin, y compris de s'allier avec l'ennemi chiite, l'Iran, et utiliser le sang de sa propre population. Les dirigeants du Hamas ne sont jamais cachés. Haniyeh disait, au début de la guerre, avoir besoin du sang des femmes et des enfants palestiniens pour parvenir à la destruction de l'entité sioniste. D'autres dirigeants du Hamas disaient être prêts à multiplier le 7 octobre pour atteindre ce but. Ainsi, faire couler à flot le sang des Israéliens et des Palestiniens. L'instrumentalisation politique des Palestiniens est un outil majeur utilisé par les terroristes contre Israël. Les répercussions inquiétantes constatées dans les pays occidentaux ont vocation à délégitimiser et affaiblir la position israélienne pour parvenir à leur but ultime, conduire à notre destruction. Le gouvernement israélien, précipité dans la guerre du 7 octobre, avait défini clairement les objectifs avant de lancer son offensive. Premièrement, la destruction des capacités militaires du Hamas. Secondo, la création de conditions qui empêcheront le Hamas de reprendre la gouvernance à Gaza. Et enfin, la libération de nos otages. Il y a une logique derrière ces points. Nous voulons créer des conditions d'une stabilité à long terme entre nous et les Palestiniens à Gaza, qui éventuellement conduiront à la paix. Sans la destruction totale des capacités militaires et de gouvernance du Hamas, aucune stabilité n'est possible, puisque vous l'avez compris, le Hamas n'a jamais eu l'intention de vivre en paix avec nous. S'agissant de la protection des civils et de la distribution de l'aide humanitaire, il y a évidemment beaucoup à dire. D'une part, dans la stratégie militaire israélienne pour protéger la population civile pendant les combats, et d'autre part, pour assurer la bonne distribution de l'aide humanitaire.
je ne pourrai pas développer correctement tous ces points dans le temps qui m'est imparti, mais je vous invite à m'en faire question ensuite. Concernant l'aide humanitaire, nous sommes pleinement engagés à faciliter et à favoriser son entrée dans la bande de Gaza et continuons de soutenir les efforts locaux et internationaux menés en faveur par cette aide. Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial qui assure la distribution d'un tiers de l'aide humanitaire et permet de maintenir un flux continu de livraison de l'assistance. Depuis le début de la guerre, ce sont plus de 2 milliards d'euros d'aide humanitaire qui ont été distribués dans la bande de Gaza, soit 1 303 452 tonnes depuis le 7 octobre. Les chiffres de cette aide s'affichent derrière moi et je pourrai évidemment y revenir plus en détail lors des questions. Évoquons à présent les conséquences du 7 octobre sur la population israélienne. Ce massacre barbare a été un séisme terrible pour les Israéliens et pour le récit national de notre pays. Les ennemis d'Israël en avaient fait leur stratégie. En effet, l'un des paris iraniens, dont Nasrallah était le fervent défendeur, était qu'Israël, une fois fragilisé par les différents points évoqués plus tôt, s'effondrerait de l'intérieur. Un effondrement économique, d'une part, et sociétal de l'autre. Cette stratégie a été un échec supplémentaire dans l'architecture multidimensionnelle iranienne. Bien que notre économie en 2024 ait été ralentie, la croissance pour 2025 est attendue autour de 3,7%, son niveau d'avant-guerre. S'agissant de la société israélienne, elle atteint aujourd'hui un niveau presque jamais atteint auparavant d'unité. Mais une blessure persiste après ce massacre. La raison d'être d'Israël était d'être pour les Juifs du monde entier un refuge. Avec la création de l'État juif, plus aucun Juif sur la terre ne devait craindre pour sa sécurité, pour sa vie. Le 7 octobre a profondément fissé l'éthos national israélien sans pour autant le briser entièrement. Cette blessure profonde ne pourra se cicatriser tant que tous nos otages ne seront pas rentrés chez eux et que tous les déplacés auront pu reconstruire leur maison, y replanter leurs souvenirs. Mais imaginez une véritable guérison est vain pour les prochaines générations. Jusqu'à que la douleur de la guerre et de l'horreur des massacres s'installe dans le passé, dans les nouvelles consciences des Israéliens et des Palestiniens. L'instrumentalisation des Palestiniens est un autre maillon de la stratégie d'isolement d'Israël, tout en étant un levier pour la création des tensions intercommunautaires dans les pays occidentaux. C'est le sujet que j'aimerais évoquer à présent. L'une des conséquences de l'attaque du Hamas de la guerre sévit depuis le 7 octobre dans des campagnes de manipulation pro-Hamas multiples. Elle est montée exponentielle et la montée exponentielle et violente de l'antisémitisme dans les pays occidentaux. Dans certains pays où cela est encore possible, l'antisémitisme est apparu sous son vieux visage, sans honte, à coups de mort aux Juifs. Dans d'autres pays, comme la France, où l'histoire tragique de l'antisémitisme a créé des remparts solides, l'antisémitisme a pris un visage différent, se cachant sous un antisionisme, résultant d'un antisémitisme latent et du rejet de l'existence de l'État juif. Ce mouvement se poursuit à chaque instant et a conduit des événements qu'on ne penserait plus voir dans les rues européennes, comme les attaques des synagogues à Rouen ou la Grande Motte, ou l'utilisation de slogans dans les rues de Paris appelant à la destruction d'Israël. Ce mouvement a également conduit à des atrocités innommables. Je pense avec effroi au viol de la petite fille de Courbevoie. Si j'ai entièrement confiance en la France pour enrayer ce fléau extrêmement préoccupant, il est clair que cette résurgence si violente de l'antisémitisme est le résultat d'instrumentalisation des Palestiniens à des fins politiques. Pour terminer mon propos liminaire, j'aimerais à présent oser de parler de paix et des efforts menés par l'État d'Israël pour y parvenir. Avant même la création de notre État, la paix avec nos voisins a toujours été le but principal pour Israël.
Je le dis avec autant de plus de conviction que nous avons toujours été prêts à payer un prix très cher pour construire une paix durable avec nos voisins. Jusqu'en 1994, les avancées majeures auraient pu inscrire des bases solides dans notre région si tous les acteurs du chaos avaient pris le parti de la paix. En 1993, Israël acceptait la présence de l'OLP à Gaza et Jéricho pour acter la paix avec les Palestiniens et montrer notre détermination à vivre avec nos voisins. C'était les accords d'Oslo. Depuis, Israël a proposé ou accepté 5 accords de paix accordant aux Palestiniens la création d'un État sur notre terre ancestrale. Il y aura les accords de Camp David, ceux de Taba en Égypte, l'accord entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert, et le dernier accord en date, dont on ne parle presque jamais, est le deal du siècle du président Trump, qui a été accepté par le Premier ministre Netanyahou et voté par le gouvernement. Il aurait donc été légalement contraignant si les Palestiniens avaient choisi d'y prendre part. À part cela, en 2005, après l'un des rejets de l'offre de la création d'un État palestinien par Israël, Israël s'est retiré d'une manière unilatérale de Gaza, arrachant les citoyens israéliens qui y vivaient depuis des décennies. Ce sont les Palestiniens qui, en 5 occasions, ont rejeté l'offre de création d'un État, alors que certaines propositions divisaient même Jérusalem pour établir la capitale de la Palestine à l'est de la ville sainte. Depuis les accords d'Oslo, une équation avait été créée, liant la création d'un État palestinien à la paix. Mais dans cette équation, le sens était important. La paix avant l'État, et non l'État pour avoir la paix. Aujourd'hui, après le 7 octobre, l'idée de créer un État palestinien qui aurait le contrôle de ses frontières, par lesquelles l'Iran pourrait faire rentrer des armes, qui aurait une armée capable de nous attaquer, est bien évidemment inimaginable. Notre but est de vivre en paix avec nos voisins, pas de précipiter nos populations dans un conflit régional à grande échelle et de mettre en danger notre existence. Il est temps de parler d'une paix réelle qui permettra à nos deux populations de ne plus se craindre, de se développer économiquement et de ne pas voir en l'autre un ennemi permanent. Pour cela, le Hamas doit perdre sa capacité militaire et politique. Pour cela, l'autorité palestinienne doit être réformée. En parlant d'une autorité réformée, je veux insister sur l'importance du changement de gouvernance. Je vous rappelle que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est au pouvoir depuis 20 ans, sans jamais s'être soumis, depuis 2005, à des élections démocratiques. J'aimerais insister également sur l'importance d'une autorité palestinienne qui accepte réellement de vivre en paix avec Israël et qui renonce, par exemple, à récompenser et à encourager les attaques terroristes contre les Israéliens. Les accords d'Abraham, dans lesquels j'ai œuvré pendant de longues années, sont un autre volet de la paix. Israël et les pays signataires de ces accords ont fait passer un message à l'autorité palestinienne et au Hamas. Ce message était que leur manipulation politique n'était plus acceptable. Ils ne pouvaient plus garder en otage les relations avec les pays arabes afin de forcer Israël à capituler. Ainsi, le système développé par l'Iran, qui aura profité au Hamas le 7 octobre, résulte d'une organisation pensée et longuement mise en place pour exterminer toute présence israélienne de la carte. Tirant profit d'une situation qui leur semblait favorable, le Hamas aura précipité une guerre avec Israël contre l'axe des proxys iraniens, qui auront coûté cher, très cher à cette architecture qui se trouve aujourd'hui plus faible que jamais. Dans ce système global, jamais le 7 octobre ne se serait passé et nous aurions sans doute cessé d'espérer la paix pour éviter... sans ce système global, jamais le 7 octobre ne se serait passé et nous aurions sans doute cessé d'espérer la paix pour véritablement l'expérimenter. En Israël, nous ne résoudrons jamais à la haine et nous préférons toujours le parti de la paix à celui de la violence. Mais nous ne pouvons pas être le seul parti engagé dans cette voie. Demain,
dans un avenir sans doute lointain, les frontières seront ouvertes et les tensions derrière nous. Pour y arriver, comprendre les enjeux est essentiel. J'espère qu'en cela, mon propos aura été éclairant. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur.